Aujourd'hui, pour célébrer la saison 2 qui arrive en octobre, je t'apprends à préparer un délicieux dessin animé à base de chansons Disney, d'humour noir et de traumatisme bien corsé. Alors laisse-moi te guider dans cette toute première recette sur Has Been Hotel. Has Been Hotel est une série d'animation créée par Vivienne Medrano, aka Viv Zipop, une artiste et animatrice indépendante ayant reçu un énorme succès sur internet depuis quelques années. Elle découvrit l'amour de l'animation avec le film Bambi, ce qui l'entraîna à poursuivre des études à la SVA, School of Visual Arts de New York. En 2012, elle sort un webcomics nommé Zoophobia, nous présentant un univers rempli de démons et de créatures anthropomorphes présentant déjà des chara-design et des expressions faciales typiques de son style graphique. On peut d'ailleurs retrouver sur sa chaîne YouTube un court-métrage d'animation et des speed draws de cet univers ainsi que de beaucoup d'autres personnages qui deviendront plus tard les protagonistes d'Has Been Hotel. La série débute sur le personnage principal, Charlie Morningstar, fille de Lucifer, nous narrant la naissance du monde. Les anges créèrent la terre ainsi que les premiers hommes, Adam et Lilith. Mais Adam, dans sa recherche de contrôle absolu, voulait une femme soumise, ce que Lilith refusa. Cela attira l'attention de Lucifer qui avait été écarté de la création du monde à cause de ses idées marginales, et Lilith et lui tombèrent éperdument amoureux. Ils voulurent ensuite offrir le fruit de la connaissance et le libre arbitre à l'humanité en la personne d'Ève, la nouvelle femme d'Adam. Le fruit était cependant maudit et le malin réussit à atteindre la terre, ce qui entraîna la colère du paradis et le bannissement de Lucifer et Lilith en enfer. Le père de Charlie perdit sa capacité de rêver en un monde meilleur, mais sa mère, elle, utilisa ses chansons pour insuffler de la force aux habitants de l'enfer. Le paradis, ayant peur de cette puissance, prit la décision d'envoyer une fois par an une armée d'exterminateurs pour décimer les pécheurs. Les deux premiers épisodes nous permettent de situer les différents groupes et personnages qui évolueront au fil de l'intrigue. Tout d'abord, nous retrouvons les différents habitants de l'hôtel. Notre protagoniste Charlie, dont le père est absent et la mère disparue depuis 7 ans, sa petite amie Vaggie, Alastor, aka le démon de la radio, un sociopathe très puissant et au passé obscur, Angel Dust, une star du porno accro à différentes drogues, Husk, le barman désabusé, et Nifty... juste Nifty quoi. Le premier épisode voit Charlie répondre à un appel de son père, lui confiant la mission de se rendre à une entrevue avec le chef des armées d'exterminateurs. Elle saute de joie à cette nouvelle, voulant absolument présenter au paradis son idée d'hôtel permettant la réhabilitation et la rédemption des âmes des pécheurs. Elle se rend donc à l'ambassade du paradis en entamant la première chanson de la série, Happy Day in Hell. Dès ses premiers instants, on comprend tout de suite la personnalité de Charlie et la dynamique de couple entre elle et Vaggie. L'une est naïve et optimiste, tandis que l'autre, plus sceptique et taciturne, tente de la canaliser pour qu'elle ne parte pas dans tous les sens. Une fois arrivé à l'ambassade, on y découvre le chef des exterminateurs, qui n'est nul autre qu'Adam, le grand misogyne qui a pourtant réussi à trouver sa place au paradis. Charlie lui présente l'idée de son hôtel avec tout l'optimisme d'une princesse Disney, mais ce n'est pas au goût d'Adam qui démarre l'une des meilleures chansons de toute la série pour indiquer son désaccord et son dégoût. Ah, il en profite aussi au calme pour déclarer que la prochaine extermination sera avancée de 6 mois, comme quoi le paradis ne perd pas de temps. On découvrira à la toute fin de l'épisode que cette décision est due au cadavre d'un ange décapité retrouvé sur le champ de bataille, là où aucune perte du côté du paradis n'avait jamais été recensée, ce qui entraîne une décision complètement abusée du pervers narcissique en chef, tuer tous les pécheurs. À la fin de cet épisode, on a donc les gentils, les méchants, un compte à rebours, non, pas celui-là. Mais il manque encore quelque chose. C'est l'épisode 2 qui va nous présenter sûrement les meilleurs personnages de la série, à savoir les Viz. On y découvre Vox, Valentino et Velvet, 3 démons très puissants qui sont liés à nos protagonistes. On y voit Valentino littéralement péter un câble car Angel a décidé d'aller vivre à l'hôtel et fuir les abus qu'il subit de sa part. Et quand Vox tente de le raisonner pour ne pas gâcher leur image de marque, c'est lui qui a un coup de chaud quand il apprend qu'Alastor est revenu après 7 ans d'absence. On comprend vite avec la chanson qui
suit que les deux démons ont un passé commun et que Vox entretient une véritable obsession pour Alastor. Les Viz vont alors embaucher Serpentius, un démon serpent qui avait essayé d'attaquer l'hôtel un peu plus tôt dans l'épisode, pour s'infiltrer et récupérer des infos sur ce que peut fabriquer le démon de la radio. Bon, à la fin de l'épisode, il se fait prendre la main dans le sac et on comprend bien, s'il y en a qui avaient encore des doutes, que le thème de toute la série tournera autour du pardon. It starts with sorry. That's your foot in the door, one simple sorry. On voit également que Charlie et Vaggie sont ravis d'enfin avoir un résident qui exprime une véritable envie de rédemption, ce qui va vraiment beaucoup toucher Angel, et on sent que contrairement à l'image qu'il donne, il tient vraiment beaucoup à l'hôtel et à devenir une meilleure personne. Il ira même jusqu'à se replier sur lui-même, retournant vers la relation toxique qu'il entretient avec Valentino, qui possède une véritable emprise psychologique sur lui. Normalement, à la fin des 2 premiers épisodes, vous êtes accro, la dynamique des personnages est instaurée, on y a des méchants charismatiques, des personnages au passé troubles et intrigants, l'intégralité du roster qui semble très clairement être rempli de traumatismes qu'ils vont tous essayer de guérir durant la série, et bien sûr Nifty. On va passer rapidement sur l'épisode 3 où il ne se passe pas grand chose, on y voit les habitants de l'hôtel participer à des ateliers pour apprendre à faire confiance aux autres, et en parallèle, on va suivre Alastor qui va participer à une réunion des démons les plus puissants de ce cercle de l'enfer. C'est là qu'on découvrira que c'est l'une d'entre eux qui a réussi à tuer l'ange décapité, j'ai nommé Carmilla Carmine. Nous voilà de retour à l'hôtel, tout ce petit monde a appris à faire confiance aux autres et on passe au meilleur épisode de la série. L'épisode 4 est un véritable tournant du show, c'est à partir de maintenant qu'on va vraiment entrer dans la psyché des personnages. On y retrouve les habitants de l'hôtel en train de regarder un des films d'Angel. Husk et lui vont avoir un rapide accrochage car notre barman préféré ne peut plus supporter l'image que veut se donner la star du porno aux yeux des autres. Mais c'est sans compter sur un appel de Valentino qui somme Angel de venir travailler. Et rien qu'à la détresse du regard d'Angel, on comprend tout de suite que ça va être affreux à regarder. Charlie va le rejoindre au studio pour essayer de l'aider, mais après quelques bourdes sur le plateau et les faux sourires de Valentino qui ne trompent personne, on assiste à une des scènes les plus dures de la série. Angel se retrouve dans sa loge, battu, humilié, poussé à bout et enchaîné. Et pourtant, lorsque Val lui ordonne de sortir Charlie d'ici, c'est le seul moment où il hésite. Le seul moment où son amour pour elle est plus important que l'emprise de son bourreau. Il finit par céder, non pas pour se protéger lui, mais par peur que du mal soit fait à Charlie. S'ensuit sûrement la meilleure chanson de la série, Poison. Yeah, I know it's poison, you're feeding me poison. I'm choking from the taste and I can't help but swallow up your poison. I made my choice and every night I'm wasted like there's no tomorrow. Durant toute la chanson, on y voit Angel subir des abus sexuels, se persuadant lui-même que c'est ça qu'il doit être. Cette scène où il danse, c'est lui en train de déréaliser. C'est son esprit en train de tout faire pour oublier ce qu'il est en train de subir, mais les écrans derrière lui nous rappellent que son corps, lui, est toujours en train de souffrir. Et comme si ça ne suffisait pas, qui rentre sur scène au final? Val, comme pour lui interdire d'oublier, lui interdire de s'échapper ne serait-ce qu'un instant dans son esprit. Et c'est vraiment là que l'on comprend la personnalité d'Angel. Il déteste tout, il déteste sa vie et par-dessus tout ce qu'il est devenu. Il pense mériter tout ce qui lui arrive et se cache derrière son image de star du porno car il a peur que les autres rejettent le véritable lui. Et plus que tout, il essaye de s'auto-détruire assez pour que Val se lasse de lui et qu'il puisse échapper à ses supplices. This is my escape, where I can forget about it all, how much I hate everything. A place where I can get high and not have to think about how much it hurts. On apprend dans le même temps le passé de Husk, ancien démon très puissant mais qui apparaissait trop gros contre Alastor et qui est depuis retenu en laisse tel Angel. La chanson qui suit est remplie d'un réalisme froid mais enveloppé d'une légèreté dont nous avions besoin après les événements précédents. Cette chanson, c'est Husk qui fait comprendre à Angel qu'il a le droit de se détester, de détester la vie qu'il a actuellement, mais qu'il n'est pas obligé d'endurer ça tout seul. I'm a loser, honey, a schmoozer and a dummy, but at least I know I'm not alone. You're a loser just like me. Les deux rentrent ensuite à l'hôtel, non sans faire un bain de sang au passage qui est rien de tel qu'un petit massacre pour oublier une dure journée, et Charlie et Angel se réconcilient, et mon dieu, regardez cette bouille. Dans l'épisode suivant, on y retrouve Charlie, totalement désespéré face à l'extermination qui approche. C'est là que Vaggie lui suggère une idée, appeler son père, le boss de l'enfer en personne, Lucifer. Et là où on penserait voir apparaître un être terrifiant, rempli de malice, il n'en est rien. On y retrouve un personnage petit en hyperfixation sur les canards en plastique pour essayer d'échapper à la dure réalité et à sa dépression constante. Take that, depression!
Sa tenue a d'ailleurs été pensée comme celle d'un monsieur loyal, le chef d'orchestre d'une troupe de cirque dans lequel les 6 autres péchés capitaux seraient les artistes. Rien de vraiment démoniaque là-dedans. Lors de cet épisode, Charlie va inviter son père à venir lui rendre visite à l'hôtel, tout en lui demandant de lui arranger une entrevue avec le paradis et essayer de les convaincre de l'utilité de son projet et annuler l'extermination au passage. C'est durant cet épisode qu'on va véritablement comprendre la dynamique entre Charlie et son père. Lucifer est un père dépressif qui a vu tous ses rêves être brisés par le paradis et qui a voulu surprotéger sa fille pour qu'elle ne soit pas détruite comme il l'a été. Sa fille lui manque, elle est le seul rayon de soleil qui lui reste dans sa vie, mais il est totalement aveuglé par son désespoir et ne voit pas ce dont Charlie a véritablement besoin, la validation et la présence de son père. Si on commence à comprendre qu'elle a mis au point l'hôtel car elle croit profondément que chaque être possède une part de lumière en lui, on comprend aussi qu'elle a grandi dans un environnement où elle a profondément manqué de reconnaissance de la part de ses parents et que le départ de sa mère n'a rien arrangé. Elle cherche à tout prix que son père la remarque enfin et croit en son projet. Et ça, Alastor l'a bien compris puisqu'il va mettre en difficulté le roi de l'enfer lors de la chanson Hell's Greatest Dad où le démon de la radio et Lucifer vont s'affronter pour l'amour de Charlie. Alors non, Alastor ne fait certainement pas ça par véritable amour ou attachement envers elle, il déteste simplement que quelqu'un soit plus puissant que lui dans la pièce. Il veut qu'on le craigne, il prend un plaisir malsain à jouer avec les autres, ce qui lui donne un sentiment de puissance et qui lui procure son shoot de dopamine. On en apprend d'ailleurs un peu plus sur lui dans cet épisode. Mimsy, une de ses amies, arrive à l'hôtel et nous raconte son arrivée en enfer. Il était encore inconnu au bataillon quand de puissants démons qui étaient là depuis des centaines d'années ont commencé à disparaître les uns après les autres. C'est au même moment qu'une émission de radio un peu spéciale vit le jour où l'on pouvait entendre les cris de terreur des seigneurs disparus. C'est ainsi qu'Alastor acquit son surnom de démon de la radio. Comment a-t-il pu faire ça? Eh bien, on apprend de la bouche d'Husk que notre cher tenancier est également en laisse suite à un pacte. Avec qui et quels en sont les termes, on n'en sait actuellement rien, mais c'est très clairement ce qui lui a permis d'acquérir autant de puissance. Et il a certainement un lien avec la mère de Charlie, qui ont tous les deux disparu il y a 7 ans. Revenons à Charlie et son père, qui entament un duo absolument magnifique, More Than Anything. More than anything, more than anything, I'll shelter and adore you more than anything. Lors de cette chanson, Charlie va réussir à rallumer la flamme éteinte dans le cœur de son père. Lucifer va lui donner la reconnaissance et surtout le soutien dont elle a besoin. Si au début de la chanson, il écarte sa fille de la lumière, comme pour essayer de la protéger de ses propres rêves quitte à l'étouffer, la fin est radicalement différente. Après avoir appris à se connaître et à se comprendre, on voit Lucifer porter Charlie jusqu'à cette lumière, la faisant entrer littéralement dans son chapiteau en tant qu'artiste principal, celle sur qui tous les projecteurs seront braqués. Cette scène lui permet de montrer qu'il fera tout pour réaliser le rêve de sa fille adorée, et surtout qu'il croit en elle plus qu'il ne croit en lui-même. Après le départ du paternel, nous suivons Charlie et Vaggie en train de se préparer à leur entrevue au paradis, lorsque Cherry Bomb, une amie d'Angel, fait son apparition et va embarquer tous les pensionnaires de l'hôtel dans une soirée en ville. Charlie et Vaggie arrivent au paradis, font la connaissance de différents anges et séraphins, notamment Saint-Pierre, le personnage le plus creepy de la série, ainsi que Sarah et Emily, et regardez à quel point elle est heureuse de rencontrer nos deux arrivantes de l'enfer. Elle saute littéralement de joie. Bon, elle croise également Adam et son lieutenant Loot au passage sans vraiment les remarquer, et l'on a plusieurs révélations importantes. On apprend que c'est Sarah qui a donné l'autorisation de réaliser l'extermination chaque année, et pire que tout, que Vaggie était une des meilleures membres de l'armée d'Adam. Elle a décimé des centaines de démons, mais elle commença à ressentir de l'empathie pour eux et fut déchue. On continue avec la réunion du paradis pour statuer si une âme peut être rachetée. Charlie essaye de plaider sa cause en mettant en avant le comportement d'Angel et on va assister en direct à ce qui se passe en enfer durant la soirée avec Cherry Bomb. On y voit un Angel transformé qui prend soin de Nifty comme de sa petite sœur, qui va l'empêcher d'avoir des ennuis et qui va même aller jusqu'à tenir tête à Valentino, montrant qu'il a commencé son chemin vers la guérison. Suite à cette remarquable leçon d'altruisme, les membres du paradis semblent assez perplexes et on finit par se rendre compte qu'aucun d'entre eux ne sait réellement ce qui permet à une âme humaine d'accéder au paradis. C'est suite à ça qu'Adam et Loot révèlent l'existence des exterminations au reste des séraphins présents, car en effet, seule Sarah semblait au courant et ça va entraîner la révolte d'Emily. If hell is forever, then heaven must be a lie. Emily. If angels can do whatever and remain in the sky, the rules are shades of gray when you don't do as you say, when you make the wretched suffer just to kill them again.
Charlie découvre également que Vaggie est un ange déchu et au final, la cour déclare qu'aucune preuve n'est suffisante pour affirmer qu'une âme peut être réhabilitée. Nos deux partenaires sont donc renvoyés illico en enfer, Adam prenant bien la peine de préciser qu'il commencera l'extermination par leur hôtel. L'avant-dernier épisode de la série nous présente une Charlie au plus bas, essayant de se remettre à la fois de son précédent entretien avec le paradis, mais également de ce sentiment de trahison qu'elle éprouve après les révélations sur Vaggie. C'est une occasion rêvée pour Alastor d'enfin débuter ses machinations et de réaliser un pacte avec elle. Il l'aide à trouver comment tuer les anges et en échange, elle lui rendra un service le moment venu. Et c'est là que le démon de la radio vient nous rappeler qui est véritablement l'antagoniste de la série. Il le dit lui-même, le sourire qu'il arbore en toutes circonstances lui permet de garder un contrôle total quelle que soit la situation. Et même si ses yeux semblent tout au long de la série nous révéler ses véritables intentions, c'est bien ça le plus important pour lui, le contrôle. Il ne s'arrêtera que lorsque ce sera lui qui commandera absolument tout. Suite à ce pacte, Vaggie va se rendre chez Carmilla Carmine et apprendre qu'il suffit d'utiliser des armes angéliques pour tuer les anges, et au passage récupérer ses ailes par le pouvoir de l'amour, I guess. De son côté, Charlie rencontre une autre amie d'Alastor, en la personne de Rosie, qui va à la fois lui fournir une armée de cannibales prêts à se battre contre les armées d'Adam, et également lui servir de soutien moral, telle une mère de substitution. Notre princesse de l'enfer réalise qu'elle ne savait tout simplement pas gérer le torrent d'émotions qu'elle éprouvait. Au final, elle sait qu'elle aime Vaggie, que Vaggie l'aime en retour et que si elle a ouvert son hôtel, c'était bien pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir atteindre la rédemption. De retour à l'hôtel, le couple le plus mignon de l'enfer se réconcilie et découvre avec émotion que leurs résidents ont décidé de barricader les lieux et se battre à leur côté. Le combat final approche, tout ce petit monde est enfin prêt, on a le droit à un combat épique entre Alastor et Adam remporté par ce dernier, le sacrifice de Sir Penchus, Charlie qui se met en colère, devient vraiment badass et commence à peine à nous montrer les pouvoirs incroyables qu'elle possède réellement. Lute affronte Vaggie en y perdant un bras et on conclut ces affrontements avec un no-match monstrueux entre Lucifer venu aider sa fille et Adam qui se fait totalement humilier. Et au final, Adam sera tué par nul autre que Nifty, la véritable GOAT de la série. L'autre retourne au paradis et on finit l'épisode avec une chanson nommée Finale qui nous permet de terminer à merveille la série. Cet épisode, il nous permet de conclure le développement de certains personnages et de placer le décor pour la saison 2, alors faisons un tour de tout ce que l'on a appris. Concernant Adam, on découvre enfin son visage, celui d'un homme banal, totalement insécure et narcissique, qui ne comprend pas pourquoi tout le monde ne le vénère pas comme peut le faire son lieutenant. Il a un besoin maladif d'être ce qu'il est, d'être le centre de la création, le premier homme, celui qui doit incarner la perfection. Les Vis, quant à eux, sont ravis de la tournure des événements, et notamment de la défaite d'Alastor, et on comprend qu'ils auront un rôle sûrement plus important dans la saison 2. L'hôtel est reconstruit, beaucoup plus grand, avec un hommage aux personnages disparus pendant la bataille, à savoir une statue de Dazzle et un portrait de Sir Penchus, qui n'est pas vraiment mort au final puisqu'on le voit intégrer le paradis, preuve que le projet de Charlie fonctionne et qu'une âme peut être réhabilitée. Tout cela devant les yeux ébahis de Sarah et Emily qui ne peut contenir son excitation. Et si je ne vous ai pas beaucoup parlé de Sir Penchus depuis le début, c'était pour vous démontrer que son admission au paradis n'a rien d'un hasard. On le découvre au début de la série comme une sorte de bouffon qui aime créer des inventions et qui ne possède pas vraiment d'amis, quitte à les créer lui-même via ses Hegboids, qui semblent être aussi une de ses créations. C'est lors de son entrée dans l'hôtel qu'il découvre enfin un endroit où il est accepté et ses plans de méchant machiavélique sont rapidement éteints par le besoin de se faire des amis. C'est quelqu'un de maladroit qui ne sait pas comment exprimer ses émotions et qui veut être reconnu pour son intelligence et ses créations. Lui et Cherry Bomb partagent un passé commun en tant que Némésis et pourtant il suffit d'une seule soirée pour qu'on comprenne qu'il est follement amoureux d'elle et qu'il ne sait tout simplement pas comment lui déclarer. Chose qu'il fera juste avant de se sacrifier pour l'amour qu'il lui porte, à elle et à ses amis. C'est l'un des personnages les plus appréciés de la série, et pour cause, il est attachant et profondément bon, et à part sa candeur apparente, on se demande vraiment pourquoi il est en enfer. Rien d'étonnant donc que ce soit lui le premier à être raidant, et je suis persuadé qu'il cherchera forcément un moyen de retrouver ses amis. Les pièces de l'échiquier sont placées, l'hôtel de Charlie fonctionne, et tout son entourage croit en elle, lui donnant la force et la validation dont elle a toujours rêvé. Alastor est bien en vie et déterminé à échapper à son contrat et à devenir le véritable mastermind de la série. L'épisode se termine par un climax en nous montrant Lute au paradis discutant avec nul autre que Lilith, la mère de Charlie, qui lui ordonnant d'aller calmer sa fille. Et c'est ainsi que se termine cette première saison, nous laissant sur un cliffhanger annonçant la saison 2. Passons maintenant en revue les 3 ingrédients nécessaires au succès d'une telle série.
Et bien d'abord le plus évident, la qualité de la série et son univers. Porté par un casting vocal absolument fantastique entre Stéphanie Béatrice, Case David ou bien l'incroyable Blake Roman, les musiques nous plongent dans une véritable comédie musicale de Broadway. Chaque chanson possède son propre style musical et permet de développer les personnages et leur backstory tout en faisant avancer l'histoire de manière rapide pour compenser le format de seulement 20 minutes de chaque épisode. Non, parce qu'il faut se le dire, sans More Than Anything, ça aurait fait très bizarre que le père de Charlie décide d'un coup de soutenir sa fille en moins de 2 minutes sans plus en discuter. Les chansons dont je vous affiche mon classement personnel à l'instant sont représentatives des personnages et collent à leur personnalité, reflétant leur propre passé et motivation, permettant à une grande diversité de personnes de s'attacher et s'identifier à eux. Vous avez un problème avec votre père? Bam, vous avez Charlie. Vous aimez faire souffrir tous ceux qui vous entourent pour vous sentir supérieur? Bam, vous avez Alastor. Et cet univers, il ne s'arrête pas à la série. Un spin-off nommé Eluvabos nous permet de découvrir les autres cercles de l'enfer, chacun possédant ses propres couleurs et spécificités. Devoir jongler entre les deux séries, le pilote d'Has-Been Hotel, les quelques comics publiés ainsi que les anciens dessins et tweets de Vivzi donnent l'impression aux fans de réaliser un vrai jeu de piste pour pouvoir découvrir l'entièreté de l'univers qui nous est proposé. Au final, l'écriture est assez classique et certains passages sont même assez mal amenés. La révélation des origines de Baggy est par exemple assez random, on ne comprend pas vraiment à quoi sert cette scène. L'impact qu'a eu cette révélation sur Charlie aurait même pu mériter un épisode à lui seul. L'animation fait quelques économies à certains moments et les épisodes sont bien trop courts pour réellement développer tous les personnages et ne pas juste rusher son intrigue, mais au final, on s'en fout. L'univers et les personnages attirent, on a envie d'en découvrir plus et tout ce mystère, c'est ça que les fans se sont réappropriés, inventant leur propre histoire, leurs propres personnages, imaginant toute une panoplie de théories sur l'univers. Les fans suivent avec ferveur la moindre petite information qui pourrait être donnée sur les réseaux sociaux et beaucoup sont attachés à des personnages qui ne sont même pas encore apparus dans la série et qui sont seulement d'anciens dessins de Vivzi postés ici et là. Cet engouement des fans, il contribue très clairement à l'attrait de la série, les différents fanart, fanstories, théories, serveurs RP, reprises, cosplay et même chansons fanmade qui pour certaines sont canonisées en tant que véritables chansons du show, je pense notamment à Addict ou Just Look My Way, enrichissent l'expérience de visionnage et créent un sentiment d'appartenance à une communauté partageant les mêmes centres d'intérêt. Les fans ne sont plus que de simples consommateurs, mais ils deviennent des contributeurs à part entière de cet univers, créant une validation mutuelle et un climat de confiance qui renforce l'attachement au groupe. Il en est ainsi depuis la sortie du pilote en 2019 et l'engouement qu'il suscita sur internet. Cette série, elle a vu le jour grâce à cet engouement, grâce à une campagne de dons sur Patreon, grâce à toute l'effervescence autour du projet, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Mais tous ces dramas, ils ont aussi comme conséquence de former des clans entre les haters de Vivzi et ceux qui vont absolument vouloir la défendre, engendrant toujours plus d'interactions et d'engagement de la part de ses fans, ce qui fait de la série, mais également de l'intégralité des œuvres de Vivienne Medrano, une consécration de la culture internet en bien comme en mal. Aimer Has-Been Hotel ne relève donc plus simplement du fait d'apprécier une série animée, mais devient un véritable marqueur social et identitaire. On devient alors fan d'un contenu de niche, transgressif, provoquant un sentiment d'exclusivité et de marginalité assumée, renforçant le lien communautaire. On devient alors ceux qui comprennent un truc que la majorité ignore ou rejette. Pour conclure, peut-être est-ce ces 4 années d'attente avant de découvrir la suite des aventures de Charlie et à suivre Eluvabos qui a donné autant de plaisir à beaucoup de fans, dont moi, de découvrir cette première saison. Et peut-être que ceux qui la découvriront par la suite n'auront pas le même ressenti. Cette sensation de faire partie d'une communauté, de plonger à la découverte d'un univers entier, de découvrir les théories, les cosplays, les danses et réunions de fans, c'est ça qui me procure autant de plaisir. Peu importe que vous paraissiez gênant ou que vous forciez pour faire la danse de Vox et Val avec votre copain-copine, vivez l'expérience à fond et laissez-vous emporter par la passion. Et quoi qu'on pense de cette série, il est sûr qu'elle a ouvert la voie à une nouvelle génération d'animation indépendante, plus adulte et plus risquée, mettant en lumière le potentiel créatif de la communauté internet. Cette vidéo touche à sa fin, si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser tes meilleures théories pour les futures saisons en commentaire. Je te dis à bientôt pour une nouvelle recette.